Nouveau numéro de l'Échiquier international, bienvenue. Les archéologues l'appelaient le royaume des deux îles ou encore le pays des pharaons noirs, Bilad es-Soudan. Le Soudan embrassait une plus large région que celle qu'on connaît actuellement à une époque lointaine. La contrée entre mythe et réalité semble renfermer des trésors historiques, une richesse conséquente. On parle même d'empires ayant donné naissance à des civilisations disparues. Quoi qu'il en soit, le pays a toujours suscité moult visées, point de passage ouvert sur 9 pays africains, sans parler de son accès à un puissant réseau hydrographique qu'est le Nil. Le Soudan est à la fois un atout mais aussi la cible de dangers. Obtenant son indépendance le 1er janvier 1956, le pays était promis à être un géant arabo-africain, un complexe entre deux mondes, à la fois une synthèse pacifiée entre deux contrées, d'un côté les Arabes et d'un autre les Africains. Rien ne s'est passé comme prévu. Guerre du Darfour, partition de la région nord et sud, jusqu'aux événements actuels d'une guerre fratricide entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces du soutien menées par le général Mohamed Hamdan Daglo Hamdi. Le Soudan, un pays dans tous ses états, on en parle dans un instant. Le Soudan dans tous ses états, titre de l'émission du jour. Pour en parler avec nous en direct de Washington, le professeur et géopoliticien François Nendengewe, qui sera accompagné par le journaliste italien Giuseppe Aconcia. Bonsoir messieurs. Bonsoir à vous. On a déjà Giuseppe Aconcia de Milan. Bonsoir monsieur. On ne crée plus François Ngewe. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Alors, rentrant dans le vif du sujet, la question va se diriger vers vous, François Ngewe de Washington. Alors, après plus de 2 mois de guerre civile entre l'armée dirigée par le général Fattah al-Burhan et d'un côté les paramilitaires de soutien des forces rapides du général Mohamed Hamdan Daglo, avec un bilan sous-estimé de 2800 morts et plus de 2 millions de disparus, où en est-on de la situation sur le terrain? C'est une situation qui reste très confuse. Malgré les efforts divers, que ce soit de l'Union africaine ou les efforts de l'Arabie saoudite, la situation est terrible, si bien que le Fonds monétaire a publié un article En support par les milices de Misurata, soutien par la Turquie et par le Qatar. Et en fait, on trouve les mêmes acteurs internationaux au Soudan, même si ont des positions différentes comparées à la Libye. Par exemple, l'Égypte, l'autre acteur qu'on peut nommer là, un fort soutien pour Abdel Fattah al-Burhan et en général pour l'armée régulière en Soudan. De l'autre côté, Hameti a toujours une très forte connexion avec les milices qui sont de Wagner, qui sont très importantes parce que ça a donné la possibilité à Hameti d'avoir le soutien des Émirats et a eu un rôle même en Yémen. Et l'importance de la guerre en Yémen et les influences de la guerre en Yémen sur les forces de soutien rapide et sur la personnalité de Hameti doivent être analysées pour comprendre très bien toutes les dynamiques qui sont en cours. Justement, en parlant de dynamique, justement, le Tchad, un des acteurs clés, a fermé sa frontière dès le début de la crise. On le souligne, si vous voulez bien, si on revenait par exemple en 2011, lorsque la partition du pays était en marche, on a empêché par exemple le Soudan d'exporter son pétrole, notamment le sud, la région du sud, ce qui a multiplié la production de l'or, à l'instar de la grande mine d'or qui est Jabal Ammar. C'est-à-dire cet or qui a aussi servi de ressource. La question s'adresse à vous, Giuseppe Aconcia. Oui, tout à fait. On disait que l'importance de les mines d'or a été de plus en plus d'importance centrale pour les dynamiques dans le pays, traversé par des mobilisations. On parle maintenant des mouvements qu'il y avait dans 2019, des mouvements qui parlaient même de transition, de donner une possibilité à la société civile soudanaise. Donc, vous m'entendez? Oui.
Je vous entends. Nous sommes en 2019. Après 2 semaines de manifestations populaires, l'ex-président Omar el-Béchir est renversé par l'armée après avoir passé 30 ans à la tête du régime plutôt autoritaire, et encore le mot est faible. Les 2 généraux, Al-Burhan et Hemiti, étaient ensemble aux manettes du coup d'État. Ils ont alors été nommés respectivement président et vice-président du Conseil de souveraineté chargé d'assurer la transition jusqu'à la tenue d'élections qui devaient aboutir à la mise en place d'un gouvernement civil. Le processus allait bon train jusqu'à il y a quelques mois, et puis la feuille de route a capoté. Pourquoi, selon vous ? Déjà, au départ, vous avez dit qu'ils ont conduit, les 2 généraux ont participé au coup d'État. En réalité, ce n'était pas un coup d'État. C'était un soulèvement populaire de la population soudanaise qui a payé un prix fort parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette histoire, il y a eu beaucoup de dégâts. C'était vraiment exemplaire ce que la population civile du Soudan a fait. Malheureusement, les militaires sont venus comme des passagers clandestins en dernière minute parce qu'ils ont les armes et ils se sont emparés du pouvoir. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de contestations dans les partis politiques civils au Soudan. Et la population civile n'était pas contente. C'était par effraction que ces 2 messieurs, ces 2 généraux, se sont invités au repas à la fin pour empêcher justement l'éclosion de ce qu'on appelle la démocratie ou bien de l'expression civile de la volonté du peuple du Soudan. Donc c'est très dommage. Donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire malgré des années de régime autoritaire, il y a quand même une conscience nationale et populaire et une conscience politisée de la population soudanaise qui sait sortir, qui sait se manifester, se rassembler. Qui sait se rassembler, sortir, s'organiser. C'était un courage extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce que la population du Soudan a fait. Et vous avez vu que lors de ces manifestations, en particulier les femmes soudanaises, les jeunes filles soudanaises, ont montré un courage qui a soulevé l'admiration du monde entier, affrontant les chars et même les militaires. C'était très remarquable. Mais alors, cette arrivée par effraction des militaires, vous avez vu que la population a contraint même ces militaires à prendre un civil, le docteur Hamdok, comme Premier ministre. Je connais très bien le docteur Hamdok, c'était un économiste avec qui j'ai discuté, je l'ai côtoyé. Nous avons assisté à des séminaires quand il était le secrétaire général adjoint, exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies à Addis Abeba. C'est un homme compétent en matière économique. Alors, est-ce que c'était un homme politique? Je ne peux pas le dire, mais c'était un homme intègre qui est arrivé, qui était un peu comme la caution civile du gouvernement qui est arrivé. Mais tout ceci était très difficile, c'était très bancal, encore une fois, parce que je dis, et c'est là où j'en reviens aux États-Unis, malheureusement, qui dans toute cette histoire depuis l'indépendance n'a pas joué un rôle. Le pays était sous sanction et malgré l'effort d'expression populaire, les sanctions n'ont pas été levées à temps. Le Soudan en souffrait. J'ai rencontré le Premier ministre Hamdok ici à Washington quand il est venu la première fois. J'ai discuté avec lui, il m'a parlé des difficultés qu'il rencontrait. Le gouvernement américain faisait des promesses qu'il devait lever les sanctions. Les sanctions n'étaient pas levées. Mais pour vous dire le fond de ma pensée dans cette histoire, je vous en prie. Je crois que les forces extérieures, et en particulier les États-Unis et Israël, ne veulent pas qu'il y ait la démocratie au Soudan. Alors développez. Et on peut se demander. Alors pourquoi? Développez. Alors parce que il y a ce qu'on appelle les accords d'Abraham, que vous connaissez sans doute. Et le Soudan hésitait à signer ces accords. Parce que dans l'ensemble, la population civile, la population soudanaise est contre ces accords. Et le gouvernement américain et Israël, tous les deux savent que s'il y a un gouvernement élu par la population, qui émane de la volonté de la population, qui est au pouvoir au Soudan, jamais le Soudan ne signera cet accord. Ce qui sera un camouflet aussi bien à la politique d'Israël qu'à la politique américaine. Deuxièmement, et ça c'est un élément qui est arrivé très récemment, on a parlé des pourparlers, il y aurait eu des pourparlers pour qu'il y ait une base militaire
russe à Port-Soudan. Et tout de suite, vous avez vu que les Américains se sont agités. Si je ne me trompe, Madame Victoria Nuland, qui est secrétaire d'État adjoint chargée des affaires politiques, s'est dépêchée au Soudan parce que dans le cadre de leur lutte globale contre la Fédération de Russie, il faut écraser la Fédération de Russie ou tout début de collaboration africaine avec la Fédération de Russie. Donc je crois que si on a passé deux éléments en perspective, à savoir le refus de l'ensemble de la population, enfin d'une majorité de la population soudanaise de signer les accords d'Abraham, si un gouvernement démocratique arrive, dit démocratique, émanation du peuple, et deuxièmement, cette histoire d'une possibilité de base russe au Soudan, qui a affolé immédiatement les Américains. Si on n'a pas ces deux éléments, on ne comprend pas bien. Et ensuite, il y a un troisième élément, les pays limitrophes, je pourrais en parler plus tard, et puis l'influence des pays arabes. N'oubliez pas que le Soudan est juste en face de l'Arabie Saoudite, séparé par une mince bande de la mer Rouge. Justement, Giuseppe Accoussia, on arrive à la fin, mais je vous laisse la conclusion en vous posant cette question. Le Soudan, bien sûr qu'il y a le facteur sioniste, mais le Soudan est le pays africain où le duel sino-américain est le plus engagé, ce qu'aucuns expliquent par exemple la raison de la partition du Darfour. Que répondriez-vous à ce propos? Et surtout, comment vous voyez le futur du Soudan? Rapidement, s'il vous plaît. Le Soudan est dans une crise politique, économique, militaire des institutions et de l'État très grave. Et ça se voit à plusieurs niveaux. On peut voir le niveau économique, on a parlé de ça, et même les pays voisins comme l'Égypte à travers la même crise. Et de l'autre côté, il y a une crise de réfugiés. Il faut se souvenir qu'il y a 350 000, peut-être plus, réfugiés, 250 000 qui peuvent arriver en Égypte. Et même quand les réfugiés soudanais arrivent en Égypte, ils n'ont pas de visa, c'est très compliqué. La situation des Soudanais en Égypte, c'était déjà compliqué la situation des Soudanais qui venaient après la crise du Darfour en Égypte. Donc, est très important de supérer ce limbo-là par rapport à la situation politique et militaire et surtout à la situation des réfugiés qui peut devenir de plus en plus grave et transformer le Soudan dans une nouvelle Libye avec une guerre par procuration, et personne ne veut ça. Tout le monde veut un développement équilibré du pays. Merci de votre réponse. Ça sera en guise de conclusion de notre rendez-vous du jour, malheureusement qui arrive à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Ce soir, j'étais accompagné du professeur François Nguewe, géopolitologue qui intervenait de Washington. Merci monsieur pour toutes vos explications et vos éclaircissements. Et je remercie aussi Giuseppe Accoussia en direct de Milan en vous souhaitant, vous téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres, une agréable soirée et vous dis à dimanche.